Est-ce que vous auriez, Margot, quelque chose à reprocher à la société? D'avoir banalisé l'avortement. Eh bien, le mal est entré dans les jeunes et les a poussés à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on a une société dévastée. J'ai beaucoup d'amis qui sont devenus dépressifs. Parler de l'avortement, c'est faire injure aux intéressés. C'est entrer dans leur vie privée, dans leur intimité. L'avortement, il ne faut surtout pas en parler. C'est une question d'ordre privé, intime. Si vous prenez le risque de parler de l'avortement, surtout si vous êtes un homme, vous êtes alors certain de vous exposer aux critiques les plus acerbes, aux attaques les plus vives, aux jugements les plus sommaires. On vous traite d'extrémiste, de donneur de leçons. Voilà pour la toile de fond. Malgré tout ce tableau noir, malgré les risques encourus, nous avons choisi d'en parler. Dans mon métier, au cours d'une carrière, le nombre des appels téléphoniques se compte par dizaines, peut-être par centaines de milliers. Un appel, un seul appel téléphonique, m'a pourtant un jour très profondément marqué. Le genre d'appel que vous ne pouvez pas oublier. Nous sommes en 2000, un samedi, je suis en repos. À l'autre bout du fil, une amie âgée de 24 ans. Elle m'annonce qu'elle vient d'avorter, elle est en larmes et je ne sais pas quoi dire. Le sujet est tabou, mais pas sur Internet. On y trouve des milliers d'articles, des forums, des discussions, mais aussi énormément de témoignages. Des jeunes, des moins jeunes témoignent. Beaucoup postent leur histoire sur YouTube, comme cette jeune femme par exemple. Sa vidéo a été vue plus de 90 000 fois. Elle parle de sa douleur. C'était pour vous dire comme quoi, quand même, un avortement, c'est pas rien. Parce qu'il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Il n'y a pas un jour où je pleure pas le soir. Il n'y a pas un jour où je me dis, où voilà, j'y pense pas, quoi. C'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Il faut vraiment, mais vraiment bien réfléchir avant de faire ça parce que c'est, c'est un acte qui restera à tout jamais. En dehors d'Internet, faire témoigner une femme devant une caméra est difficile. Nous en avons tout de même trouvé. Celle que nous appellerons Margot a accepté de nous répondre et de nous parler de son histoire. Margot, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Quand vous vous êtes rendu compte, Margot, que vous étiez enceinte, vous en avez parlé avec votre ami, j'imagine. Oui. Et comment a-t-il réagi? En fait, je l'ai appelé directement après. Et puis, tout de suite, c'est... ma merde, vite, faut que t'ailles te faire avorter, quoi. C'est la merde, quoi. Ça a été sa réaction? Ah oui, totalement. Mais sans détour, hein. Et puis au téléphone, sans se poser 56 000 questions. Et vous, comment avez-vous réagi? Laisse-moi le temps de réfléchir. Aussi contradictoire que ça puisse paraître, j'avais besoin de lui. Et en même temps, comme il m'étouffait avec sa pression, j'avais envie de le mettre de côté. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Margot, pour que vous décidiez finalement d'avorter? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui ont été les éléments déclencheurs? Ma famille. La pression? Oui. Beaucoup de pression? Oui. Oui, parce que j'avais pas le choix. Pourquoi vous n'aviez pas le choix? On ne vous a pas laissé le choix? Oui. Oui, on m'a pas laissé le choix parce que c'était... parce que pour eux, c'est compliqué d'accepter cette situation, vu l'âge que j'avais. D'ailleurs, je suis pas beaucoup plus vieille maintenant, mais je pense qu'ils n'avaient pas conscience, ils n'avaient pas confiance du tout en ma volonté et en mes capacités de jeune femme. De subvenir à vos besoins vous-même? Ah oui,
totalement. On réfléchit très mal, on est pressé, les délais sont longs quand même finalement, mais sont courts. Au bout du compte, vous vous êtes retrouvée toute seule. Complètement. Ah mais totalement. C'est l'un des aspects les plus classiques, les plus fréquents des femmes qui, comme Margot, se retrouvant enceintes, sont abandonnées à leur sort. Seules, souvent sans argent, sans situation stable, subissant la pression de l'entourage, elles finissent par avorter. Il y a plus de 20 ans, Amélie, que nous avons rencontrée il y a peu dans la banlieue lyonnaise, a connu cette situation. Et donc, j'ai hésité, j'ai posé des questions à droite à gauche. Personne ne m'a dit de garder cet enfant. C'est à toutes les personnes à laquelle je demandais que faire. J'osais même pas parler de moi. Je disais, j'ai une copine, elle est enceinte, elle ne sait pas quoi faire. Et les gens me disaient, ah bah s'il n'y a pas d'homme, bah faut pas le garder. Ma mère m'a dit, je ne sais pas quoi te dire. Donc en fait, comme j'ai trouvé aucune personne qui me dise, garde-le, eh bien, j'ai pris rendez-vous avec cette clinique pour avorter. Et là, en fait, je ne savais pas que je mettais le pied dans un traquenard d'où je ne pourrais pas m'échapper. Personne ne peut en principe ignorer qu'une femme enceinte est une femme fragile, bien plus que d'ordinaire. Elle a donc besoin d'être entourée, soutenue, réconfortée, a fortiori lorsque sa situation sociale n'est pas stable. Or, il est stupéfiant de constater que c'est très exactement l'inverse qui se produit, ce, dans un très grand nombre de cas. Si elle veut garder son enfant, on la traite de tous les maux, d'immature ou d'égoïste. Anne-Laure, que nous avons rencontrée en Normandie et qui a accepté de témoigner courageusement à visage découvert, a subi un avortement par aspiration il y a 1 an et demi. Son IVG a été précédé d'incroyables pressions de sa famille, de plusieurs de ses amis, mais avant toute chose, de son ex-petite amie. Qu'est-ce qui a été le moment déclencheur de la décision finalement, Anne-Laure ? La pression. La pression. La pression. J'étais perdue. Alors que même dans le métro, enfin, j'en étais au tout début, j'en étais à 7 semaines, mais dans le métro, je mettais ma main sur mon ventre pour me protéger, pour pas qu'on me bouscule. Enfin, c'était déjà mon petit bébé, quoi. Donc, et puis. Quand vous avez pris rendez-vous, Anne-Laure, pour aller avorter, vous étiez dans quel état d'esprit ? J'étais paniquée, j'étais plus moi-même, j'étais sur une autre planète. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui faisait les choses pour moi. Je me voyais faire, mais en même temps, c'était pas moi, c'était un robot qui agissait. Est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences que ça a eu sur vous, sur votre état de santé, sur votre état tout court, à vous? J'ai perdu 10 kilos en l'espace d'un mois. Clairement, j'ai pas été bien. Hein. J'étais un peu un mort-vivant. Vous vous attendiez à ça? Non. Pas du tout? On vous avait prévenu au planning familial? Non, je dormais plus, je mangeais plus, je pleurais en permanence. J'ai eu des idées un peu noires, beaucoup même. J'ai mis des choses en place pour que ça s'arrête, parce que ça s'arrêtait pas. Ce qui ne s'arrêtait pas, c'est une descente aux enfers qu'un grand nombre de femmes ayant avorté connaissent par la suite. Irritabilité, troubles du sommeil, tabagisme, drogue, envie de suicide. Quel a été votre état, Anne-Laure, après? Après, je suis devenue un fantôme. Je suis du coup retombée dans la cocaïne. Mais là, vraiment, c'était tous les week-ends 2-3 grammes. Je buvais 2-3 bouteilles de vin tous les soirs pour oublier. Pour oublier? Pour oublier. Je m'empêchais de dormir parce que dès que je fermais les yeux,
je re-rentrais dans cette salle d'opération et j'avais l'impression d'être aspirée, en fait, d'être à la place de mon bébé, d'être un aspirateur. Et autour de moi, tout le monde faisait comme si de rien n'était. Maman comprenait pas que j'aille pas bien. Elle me disait, oh, c'est bon, ça va, mets-toi un coup de pied au cul, bouge-toi, c'est pas grave, tu vas te remonter, c'est bon, t'es pas la seule à être passée par là. Pourquoi vous avez accepté de témoigner devant notre caméra à visage découvert? J'ai accepté de témoigner parce que tout simplement, il y en a assez des non-dits. L'IVG, c'est un sujet qui est très tabou au sein des familles, au sein des amis, au sein de partout. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Tout le monde dit qu'on peut faire ce qu'on veut, mais au final, quand on essaye de dire qu'on a mal, les gens ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas le comprendre. Et, Pourquoi, à et votre avis? c'est- parce Pourquoi que ils ne veulent pas entendre votre souffrance? Parce que c'est quelque chose que la société tend à banaliser. J'ai l'impression, j'ai le sentiment pour moi que que c'est en train de devenir un moyen de contraception, en fait. Et je trouve ça inadmissible parce que on se rend pas compte de ce que ça peut, engendrer derrière. Enfin, c'est... Vous dites qu'on est dans un mensonge permanent, une sorte de mensonge d'État? En fait, on nous parle de libération de la femme, donc c'est une aliénation. On dit vous avez le droit de disposer de votre corps, mais je vous promets que quand vous mettez les pieds dans un planning familial, vous ne disposez plus de votre corps, mais on vous pousse vers l'avortement. Aujourd'hui, on est en train de faire passer l'avortement comme une contraception, c'est-à-dire que la pilule de mort est distribuée dans les établissements scolaires, on peut même la trouver sur Internet. C'est un scandale, ça veut dire que si on peut se la procurer aussi facilement, ça veut dire qu'elle est sans danger. Donc dans la tête des gens, si je peux me la procurer, c'est que c'est normal et c'est que ça n'est pas que c'est anodin. Alors ça ne l'est pas. On va tuer un individu, on avale un poison. Et comment un poison pourrait-il tuer l'enfant et pas la mère qui l'absorbe? Expliquez-moi, forcément il y aura des conséquences sur la mère. Moi je suis allée avorter parce que je voulais le faire. Mais je suis sortie contre l'avortement parce que j'ai vu les dégâts que ça a occasionné. Sur vous? Sur moi et sur mon entourage. Convaincu des ravages psychologiques de l'avortement sur la femme, fort de son expérience personnelle, des centaines de témoignages qu'elle a pu recueillir, des femmes qui sont venues spontanément vers elle, Amélie informe. On la voit ici dans un café à Lyon. Elle informe des jeunes qui sont en demande. Ils seraient d'ailleurs de plus en plus nombreux. La société actuelle veut absolument faire croire que l'avortement est un acte anodin, banal, parce que depuis 40 ans, il s'est banalisé. Il n'en est rien. Et si un grand nombre de femmes éprouvent le besoin de parler de leur avortement, même des années plus tard, c'est précisément parce qu'elles souffrent. On est à la fois heureuse et terrifiée quand on apprend qu'on est enceinte. Donc, on a besoin d'être soutenue, on a besoin d'être épaulée, mais pas manipulée. Et vous avez le sentiment de l'avoir été? Complètement.